Les étrangers avaient peut-être confondu l'amusement bon enfant et l'exploration insouciante avec de la folie pure. Mais pour Mark Miller, la plongée sous-marine était bien plus qu'un simple passe-temps. C'était un refuge, un sanctuaire où il trouvait la paix intérieure. Mark était un plongeur expérimenté et un instructeur passionné, originaire du comté de Volusia, en Floride. Il avait découvert sa vocation pour la plongée dès l'âge de 14 ans et, depuis ce jour, il n'avait jamais cessé de nourrir cette passion qui l'animait. Il en avait fait non seulement un mode de vie, mais aussi une mission, transmettre son savoir et son amour de l'océan aux autres. Cependant, ce qui semblait être un parcours tout tracé et prometteur s'interrompit brutalement lors d'un cours de plongée qu'il donnait en avril 2001. Ce jour-là, 7 plongeurs s'étaient immergés dans l'eau, mais seuls 5 en étaient ressortis vivants. Le matin du 5 avril était frais et vivifiant. Mark quitta sa maison accompagné de son jeune frère, Alan, qui à cette époque était âgé de 30 ans. Sur le chemin menant à la jetée voisine, les 2 frères discutèrent des préparatifs pour la leçon de plongée prévue ce jour-là. Ils passèrent en revue le nombre de plongeurs inscrits ainsi que l'état de leur équipement, s'assurant que tout était en ordre avant de se rendre au bateau. Alan et Mark se ressemblaient à bien des égards. Non seulement ils partageaient le même tempérament décontracté, mais ils possédaient également une remarquable capacité d'adaptation face aux imprévus de la vie. Nul ne pouvait ignorer qu'ils étaient frères. Alan s'était lancé dans la plongée plus tard que Mark, mais cela ne l'avait pas empêché d'obtenir sa certification d'instructeur et d'inspirer, au fil des années, des générations entières de plongeurs. En arrivant à la jetée, les 2 frères retrouvèrent leur embarcation, qui les attendait, prête à appareiller, avec à son bord tout le matériel nécessaire. Peu à peu, au fil de l'heure qui suivit, les élèves commencèrent à arriver. Tous affichaient une excitation palpable, impatients de plonger dans le grand bleu. L'attitude bienveillante et chaleureuse de leurs instructeurs ne faisait que renforcer leur enthousiasme. Comme à leur habitude, Mark et Alan débutèrent la séance par un briefing détaillé sur l'équipement. Ils expliquèrent aux plongeurs comment utiliser chaque élément, du choix de la combinaison jusqu'au fonctionnement des détendeurs. Ils leur enseignèrent également les bonnes pratiques à adopter une fois sous l'eau afin d'assurer leur sécurité. Les questions fusèrent, les réponses rassurèrent et, une fois que tout le monde eut bien assimilé les consignes, il fut temps de mettre le bateau en route et de partir à la rencontre des profondeurs marines. En l'espace d'une trentaine de minutes, le groupe atteignit un site de plongée prisé, offrant une vision splendide de la vie sous-marine. Mark et Alan furent les premiers à plonger, indiquant aux élèves de s'asseoir sur le rebord du bateau en attendant leur tour. Alors qu'ils s'apprêtaient à se laisser tomber à la renverse dans l'eau, un jeune homme posa une question à Mark. « Pourquoi devons-nous plonger en arrière depuis le bateau ?» Avec un sourire malicieux, Mark répondit « Parce que si tu plongeais en avant, tu finirais par retomber dans le bateau. » Un éclat de rire général s'éleva parmi les élèves, allégeant un peu la tension du moment. Mark leur fit signe de se détendre et de suivre les consignes. Quelques secondes plus tard, tout le monde était à l'eau, prêt à commencer l'exploration. Le plan de plongée était simple, Mark guiderait le groupe à l'avant, tandis qu'Alan veillerait à ce que personne ne s'éloigne à l'arrière. Ensemble, ils conduiraient les élèves à travers des récifs coralliens, véritables merveilles de l'océan, avant de leur laisser un temps d'exploration libre sous leur supervision constante. La première partie de la plongée se déroula à merveille. À travers leurs masques, Mark et Alan pouvaient lire l'émerveillement sur les visages des élèves, fascinés par la beauté du monde sous-marin. Après plusieurs minutes passées à nager autour des coraux, le groupe refit surface. Mark donna alors de nouvelles consignes. Ils avaient désormais 10 minutes pour explorer librement avant de remonter à la surface. Cependant, au bout de ces 10 minutes, alors que la plupart des plongeurs étaient revenus, un élève manquait à l'appel. C'était le jeune homme qui avait posé la question à propos de la plongée arrière. Il s'appelait Tran. Mark le repéra dans les profondeurs, continuant de descendre lentement au lieu de remonter. Sans perdre une seconde, il plongea pour aller le récupérer et le ramener au bateau. Alan, quant à lui, aida les autres plongeurs à regagner la surface et à remonter à bord. Mais alors qu'il revenait pour prêter main forte à son frère, il aperçut au loin une silhouette immense, menaçante. Un frisson d'effroi le traversa. C'était un grand requin blanc, une bête colossale, plus imposante que tout ce qu'il avait pu voir auparavant. Dans l'eau, Mark et Tran étaient totalement inconscients du danger. En une fraction de seconde, la créature fusa à une vitesse foudroyante et, d'un coup de mâchoire titanesque, elle happa la tête et l'épaule de Tran. Le garçon fut violemment secoué, broyé par une force incontrôlable. Une gerbe de sang jaillit, teintant les eaux d'une couleur écarlate. Et puis, aussi vite qu'il était apparu, le prédateur disparut dans les profondeurs. Alan était sous le choc. Il venait de voir un élève mourir sous ses yeux. Mais il lui fallut un instant pour remarquer l'impensable, Mark aussi avait disparu. Paniqué, Alan nagea frénétiquement vers son frère. Il le trouva flottant dans l'eau, face au cadavre mutilé de Tran.
Alan sentit un soulagement fugace. Mark était là, il était vivant. Mais lorsqu'il posa une main sur son épaule, il comprit l'horrible vérité. Le requin était revenu. Lors de son second assaut, il avait tranché net la tête de Mark. Son corps dérivait, son masque empli de sang, sa tête basculant mollement à l'intérieur de sa combinaison. Le monstre ne l'avait même pas dévoré. Il l'avait tué pour le simple plaisir de tuer. Le choc fut trop grand. Alan ne se souvenait plus de comment il était remonté à la surface, ni de la manière dont il avait ramené les corps. Tout ce dont il se rappelait, c'était d'avoir attaché le corps de son frère au bateau, refusant de l'abandonner à l'océan. Les cris des autres plongeurs résonnaient à peine à ses oreilles. Certains hurlaient de terreur, d'autres étaient figés, frappés de stupeur. Quand un autre bateau arriva pour récupérer les dépouilles, Alan resta silencieux. Le regard perdu sur l'horizon, ce ne fut que sur le chemin du retour qu'il s'effondra, submergé par une douleur insoutenable. Mark laissait derrière lui une femme en deuil et un frère brisé. À partir de ce jour, Alan ne plongea plus jamais. Et il ne cessa jamais de se reprocher ce qui s'était passé. Alors que beaucoup de personnes considèrent la pêche comme l'un des passe-temps les plus relaxants et apaisants qui soit, un véritable moyen de s'évader du tumulte quotidien et de profiter du calme de la nature, il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas totalement dénuée de risques. Il ne s'agit pas seulement d'un hameçon mal placé qui viendrait se planter douloureusement dans un pouce distrait ou du risque de tomber à l'eau après un faux mouvement sur le pont d'un bateau. Non, le véritable danger vient de ce qui rôde sous la surface scintillante de l'océan, de ces créatures nées pour chasser, faites de muscles, de vitesse, toujours à l'affût d'une proie facile. Bien que les rencontres entre les pêcheurs et les requins en haute mer soient généralement inoffensives, il arrive parfois que ces redoutables prédateurs manifestent une agressivité soudaine, rendant l'issue bien plus dramatique pour ceux qui ont le malheur de croiser leur chemin. Parmi ces incidents tragiques, l'histoire de William Coulter illustre à quel point une paisible matinée de pêche peut basculer en un instant vers l'horreur la plus absolue. Cet homme, un pêcheur chevronné et expérimenté, s'est retrouvé pris au piège entre les mâchoires d'un énorme requin-tigre, un prédateur particulièrement redoutable, alors qu'il ne cherchait qu'à passer une journée tranquille en mer. Tout a commencé le matin du 6 juin 2002, alors que le soleil n'avait pas encore percé l'horizon et que l'air était encore imprégné de la fraîcheur de l'aube. William s'était levé aux aurores, comme à son habitude, pour préparer son matériel de pêche. Il rassembla sa boîte à appât, son sac à dos et vérifia son équipement avec la minutie propre aux habitués. Ce jour-là, il avait prévu une sortie en mer avec son fidèle ami Albert, son inséparable compagnon de pêche depuis plus de 30 ans. William, qui approchait de la cinquantaine, et Albert, son cadet de 5 ans, avaient grandi ensemble à Eden, une petite ville côtière australienne. Ce matin-là, l'air était plus frais que d'habitude pour un mois de juin. Un répit bienvenu après les chaleurs parfois écrasantes de l'Australie. Après un rapide trajet en bateau, ils atteignirent leur point de pêche habituel, une zone où les saumons australiens étaient connus pour se rassembler en abondance. Ils jetèrent l'ancre et, comme toujours, se laissèrent porter par l'atmosphère paisible, oscillant entre de longues discussions et des plaisanteries complices. Les prises s'accumulèrent peu à peu dans leur embarcation. 6 beaux saumons, tous d'une taille respectable. Lorsque le 7e poisson fut attrapé, ils convinrent qu'un 8e suffirait à clore la journée. Mais le destin en avait décidé autrement. Au moment de remonter la dernière prise, Albert sentit une résistance inhabituelle. Ce n'était pas un saumon. Ce qui était accroché à l'hameçon était bien plus puissant, bien plus combatif. Pendant près de 10 minutes, il lutta contre ce mystérieux adversaire, jusqu'à ce qu'enfin, la silhouette massive d'un thon jaune émerge à la surface. Ce n'était pas le poisson qu'ils espéraient, et William, un brin frustré, constata qu'il ne pourrait pas le garder. Albert maintint le poisson près du bateau en tendant la ligne, le temps que William retire l'hameçon de sa gueule. Accroupi sur l'un des flotteurs latéraux de l'embarcation, il s'arma de ses pinces et s'efforça d'extraire le crochet métallique. Mais le thon, dans un dernier sursaut de panique, se débattit violemment, aggravant encore sa blessure. Finalement, l'hameçon se détacha brutalement, arrachant au passage une partie de ses branchies et libérant une large traînée de sang dans l'eau. Mais une ombre sinistre attira soudain son regard. Quelque chose approchait, l'eau s'agita soudainement, et avant qu'il ne puisse réagir, un gigantesque requin-tigre jaillit hors de la mer dans un fracas assourdissant. Il visa le thon, mais manqua sa cible de quelques centimètres. À la place, ses mâchoires béantes se refermèrent sur la jambe de William, s'enfonçant dans sa chair avec une puissance terrifiante. Un hurlement de douleur déchira l'air tandis que le requin secouait violemment sa proie, arrachant des lambeaux de peau et de muscles. William s'accrocha désespérément à la rambarde du bateau pour ne pas être entraîné dans les profondeurs.
Albert réagit aussitôt. Saisissant un harpon muni d'un crochet, il frappa le prédateur à plusieurs reprises, visant son museau et ses yeux. Après plusieurs assauts, le requin relâcha enfin William et disparut sous les vagues, laissant derrière lui une traînée de sang. Sur le pont du bateau, William se tordait de douleur, sa jambe réduite à un amas de chair déchirée et de tendons apparents. Albert, qui avait acquis une certaine expérience des premiers secours durant son passage dans l'armée, n'hésita pas une seconde. Il arracha sa ceinture et la serra fermement autour de la cuisse de son ami pour stopper l'hémorragie. Mais William était en état de choc. Son teint était livide, sa peau glacée. Albert savait qu'il n'avait pas une minute à perdre. Il démarra le moteur à pleine puissance et fonça vers la côte, poussant le bateau à sa vitesse maximale. En un temps record, ils atteignirent le port, percutant presque le quai dans leur précipitation. Des secours furent immédiatement appelés et des marins accoururent en voyant la scène d'horreur qui se déroulait sous leurs yeux. William fut transporté en urgence vers une ambulance, Albert restant à ses côtés, le regard rivé sur son ami, espérant de tout son cœur qu'il tienne bon. Mais alors que le véhicule roulait à toute vitesse vers l'hôpital, un bruit glaçant résonna. Le moniteur cardiaque s'emballa avant de lâcher un long bip continu. William venait de faire un arrêt. L'image du requin revint instantanément dans l'esprit d'Albert, la scène d'horreur se rejouant en boucle. Mais contre toute attente, les médecins réussirent à le ramener in extremis. L'attente à l'hôpital fut insoutenable. Chaque minute paraissait une éternité. Mais enfin, après des heures interminables, une infirmière annonça que William s'en sortirait. Sa convalescence dura une année entière. Son corps, affaibli par l'âge, mit longtemps à guérir, mais son esprit, lui, resta fort. Malgré cette expérience cauchemardesque, il ne renonça jamais à sa passion. S'il ne mit plus jamais les pieds en mer, il continua à pêcher dans les rivières, convaincu qu'il n'avait jamais été aussi vivant que ce jour où il avait frôlé la mort. Notre troisième et dernière histoire nous maintiendra solidement ancrés dans l'univers de la pêche, mais cette fois à une échelle bien plus grande. En effet, nous allons plonger dans le monde impitoyable de la pêche commerciale, un domaine qui joue un rôle crucial dans l'économie mondiale et qui constitue une industrie incontournable pour le commerce international. Toutefois, il s'agit également d'une activité extrêmement périlleuse, où les dangers ne se limitent pas seulement aux tempêtes imprévisibles ou aux machines imposantes, mais aussi aux créatures redoutables qui rôdent dans les profondeurs abyssales. Ashton Volker était un pêcheur commercial aguerri, habitué aux longues traversées maritimes qui reliaient Palmerston City, en Australie, à Timor-Leste, en empruntant les eaux souvent capricieuses de la mer de Timor. Âgé de 32 ans, il travaillait pour cette compagnie de pêche depuis déjà 7 longues années, une période au cours de laquelle il avait appris à maîtriser les aléas de son métier et à se méfier de tout ce que l'océan pouvait lui réserver. Ce matin-là, lors d'une de ses nombreuses expéditions, Ashton se réveilla dans l'espace exigu qui servait de dortoir à l'équipage. Les vibrations du navire et le bruit constant des vagues frappant la coque faisaient en partie de son quotidien, une mélodie maritime à laquelle il s'était habitué au fil du temps. Il se leva d'un bond, prêt à entamer une nouvelle journée de travail. La nuit précédente, les filets avaient été laissés dans l'eau et, à en juger par l'heure matinale, il était désormais temps de les remonter pour découvrir les fruits de leur labeur. En montant sur le pont principal, il retrouva ses collègues déjà en pleine effervescence, échangeant des plaisanteries et discutant des tâches qui les attendaient. L'ambiance était aussi légère que possible dans un métier aussi rude. Toutefois, leur matinée prit une tournure bien plus sérieuse lorsque l'une des équipes, chargée de remonter un autre filet situé de l'autre côté du navire, lança un appel à l'aide. Un problème inattendu venait de surgir. La tension exercée sur la ligne principale reliée au système de poulies était anormalement élevée. Les marins s'affairèrent autour du mécanisme cherchant une solution, mais malgré cette résistance inhabituelle, ils décidèrent de forcer le treuil, poussant l'équipement jusqu'à ses limites. La structure métallique grinça sous l'effort colossal, menaçant de céder à tout instant. Mais après une lutte intense contre cette force invisible, ils réussirent enfin à hisser le filet colossal sur le pont. Alors que la masse de poissons frétillants se déversait dans le bac de collecte et que les cordes qui le maintenaient se relâchaient, les marins comprirent enfin la raison de cette tension inhabituelle. Parmi les prises du jour se trouvait une créature massive. Un lamantin, l'un des plus imposants qu'Ashton ait jamais vu, était piégé au milieu des poissons. Mais quelque chose n'allait pas. En y regardant de plus près, ils remarquèrent immédiatement que le mammifère marin était recouvert de sang, une vision aussi inhabituelle qu'inquiétante. Une partie de son flanc avait été littéralement arrachée, exposant les chairs meurtries encore ruisselantes de sang.
Alors que l'équipage discutait fébrilement de la manière dont il devait gérer cette découverte macabre, le Lamentin, dans un dernier spasme de douleur, fut pris d'une convulsion violente avant d'expirer dans un sursaut funeste. La scène fut si soudaine et imprévisible qu'Ashton en fut complètement déstabilisé. Sous l'effet de la surprise et du sol rendu glissant par le sang et l'eau de mer, il perdit l'équilibre et bascula en arrière. En un instant, il disparut au-delà du bastingage, son corps chutant droit dans les eaux tumultueuses. Le choc fut brutal. Il sentit l'eau salée envahir sa bouche et ses narines tandis qu'il luttait pour reprendre son souffle. À la surface, il entendait les cris affolés de ses collègues qui tentaient désespérément de le localiser. Une corde fut rapidement jetée dans l'eau pour lui permettre de s'agripper, mais le courant était trop puissant. Chaque seconde qui passait l'éloignait un peu plus du bateau et malgré ses efforts pour nager à contre-courant, il se rendit vite compte que la nature était plus forte que lui. Alors qu'il bataillait pour rester à flot, un choc fulgurant le frappa au niveau de l'abdomen. L'impact fut si violent qu'il en eut le souffle coupé. Une douleur fulgurante irradiant dans tout son corps. À peine eut-il le temps de comprendre ce qui venait de se produire qu'une sensation déchirante le foudroya au niveau de la jambe. Un cri de douleur déchirant s'échappa de sa gorge alors qu'il sentait une mâchoire puissante s'enfoncer dans sa chair, tranchant net les muscles et tendons de son mollet. À bord, les marins comprirent immédiatement ce qui se passait et déclenchèrent une mission de sauvetage en urgence. 3 hommes embarquèrent dans un canot de survie et pagayèrent avec frénésie pour tenter d'atteindre Ashton avant qu'il ne soit trop tard. Mais l'espoir d'un sauvetage rapide s'évanouit lorsque le prédateur revint à la charge. Le requin, un spécimen immense aux reflets grisâtres, frappa de nouveau, s'attaquant cette fois-ci à la hanche d'Ashton. La douleur était si insupportable que son corps céda, l'empêchant de continuer à se battre contre l'eau. Son regard se troubla, ses membres s'engourdirent, et dans un dernier soupir, il se laissa sombrer sous la surface, prêt à succomber aux ténèbres. Dans un ultime sursaut d'effort, ses coéquipiers parvinrent à le hisser à bord du canot, haletant et à moitié inconscient. Le requin, curieusement, ne fit aucune nouvelle tentative d'attaque. Les marins ramaient à toute vitesse, conscients que chaque seconde comptait pour sauver la vie d'Ashton, dont la perte de sang devenait alarmante. De retour sur le navire, l'équipage se rassembla autour du médecin de bord, retenant son souffle alors que ce dernier s'efforçait de stabiliser leurs camarades gravement blessés. Le temps semblait s'être figé, chacun espérant un miracle. Après de longues heures de soins et de pansements, le médecin déclara enfin qu'Ashton était hors de danger immédiat. Ils mirent immédiatement le cap sur Palmerston City, où il pourrait recevoir des soins médicaux plus avancés. Une fois à l'hôpital, les nouvelles furent rassurantes. Bien qu'il ait survécu, Ashton ne se remettrait jamais totalement de l'attaque. Son tendon d'Achille était irrémédiablement sectionné et sa hanche, gravement endommagée, dut être remplacée. Il ne remit plus jamais les pieds sur un bateau, trop marqué par le traumatisme de cette journée cauchemardesque. Toutefois, refusant de couper les ponts avec son passé, il ouvrit un magasin de pêche à Palmerston City où il partageait désormais son savoir avec les autres, sans jamais avoir à replonger dans les eaux menaçantes de l'océan.